Mesdames et messieurs, bienvenue à la 14e édition des conversations citoyennes, l'espace qui donne la parole aux citoyennes et aux citoyens sur les enjeux nationaux. Avant de commencer, je voudrais vous rappeler quelques règles. Veuillez, s'il vous plaît, éteindre ou mettre en mode silencieux au téléphone. Je rappelle aussi que cette émission est enregistrée sur différentes plateformes, dont Africable Télévision. Je vais donc échanger durant les 45 prochaines minutes avec nos panélistes. Après, nous allons vous donner la parole. J'inviterai ceux ou celles qui prendront la parole à se présenter en donnant leur nom, en déclinant aussi la perspective à partir de laquelle ils ou elles prendront la parole. L'ensemble des crises qui traversent le Mali, de son accession à l'indépendance un jour, tiennent de l'incompatibilité entre l'État dans sa forme, ses valeurs, sa posture actuelle vis-à-vis des peuples et de la nation malienne dans sa forme, son anthropologie, son empirisme politique intrinsèque, ses valeurs profondes et ses aspirations authentiques. La construction des Maliens en harmonie avec lui-même, avec ses institutions, sa législation, ses valeurs et le reste du monde est possible que lorsque les acteurs des terroirs, de la société civile, la classe politique et les institutions de la République auront, dans un exercice de dialogue franc, inclusif et participatif soutenu par une démarche scientifique, aboutit donc à l'adoption de valeurs fondamentales du point de vue des terroirs et de la démocratie moderne. En 2019, l'IMJP, avec le soutien du NIM, a produit une recherche sur les valeurs dans les aires culturelles en lien avec la gouvernance de la démocratie au Mali, PHDD Mali. Les présentes conversations sont une continuité de la réflexion. Comment tenir compte de l'existence d'une divergence importante entre les partisans de la tradition et les partisans de la modernité, les modérés, les partisans de la dictature, les tenants de la religion, du choix des politiques publiques? Comment faire la part des choses entre différence et diversité? Voici autant d'angles que nous allons tenter d'aborder aujourd'hui au cours de cette conversation citoyenne. Notre premier invité est M. Alou Ufran Ndiaye, opérateur culturel et militaire. Alou Ufran Ndiaye, merci et bienvenue. Merci Carl, merci de l'invitation. Merci. Notre deuxième invité est Maï Niaré, et la vice-présidente du Mali, qui est l'antenne malienne des femmes militaires, et directrice de Yes Group. Merci pour bienvenue. Donc, troisième et dernier panéliste est un ancien ministre de la République, le président de CRI 2002. Je le compris, il s'agit bien de Dr Abdoulaye Sall. Monsieur le ministre, merci. Merci, M. Kahn. Bienvenue. C'est un plaisir de vous retrouver. Plaisir partagé. Monsieur Ndiaye, on va commencer avec vous. Quel est le rôle que joue aujourd'hui la diversité dans les microcosmes sociopolitiques maliens dans un contexte marqué par la mondialisation, par la globalisation? Quelles sont ces forces de cette jeunesse? Je vais aussi prendre quand je pense qu'il n'y a pas de diversité au Mali. Il n'y a pas de diversité au Mali. Je pense qu'on vit une fiction de diversité. Il y a deux grosses ethnies, plus une petite ethnie qui se partagent le Mali. C'est-à-dire vous et nous qui sommes sortis de l'école scientifique. Et la deuxième ethnie est celle qui est sortie de l'école coranique. On a les deux grandes ethnies. On collabore peu, il y a un métissage entre nous. Et puis il y a une ethnie qui essaie de reprendre la force, qui se réclame de nos traditions, de nos pratiques religieuses traditionnelles. Et ça fait que nous partageons globalement un logiciel, c'est-à-dire nous fonctionnons en dehors de toutes règles. Chacun se bat pour contrôler un aspect du pouvoir et se positionner et profiter de sa position du moment pour s'accaparer des richesses du pays. C'est une réalité qui est là. Il va falloir qu'on la regarde
parce qu'on sorte de cette fiction de nos traditions, Bamana, ce n'est plus ça qui fait fonctionner le pays. Ce sont les trois ethnies aujourd'hui qui font fonctionner le pays. Et c'est la réalité, il va falloir qu'on nous anthropologues là-dessus. Alors, Mme Diallo, sous quel angle vous placez la diversité dans un pays aussi vaste du Mali et qui se trouve en même temps à cheval entre la tradition et la modernité? Merci beaucoup, M. Khan, et merci, bonsoir à tout le monde. En fait, le Mali a un carrefour très important de son histoire. Si nous revenons un peu sur le passé, et qu'on voit le nombre d'empires, les grands empires que le Mali a connus, nous ne pouvons pas dire que nous ne connaissions pas dans le temps la valeur de la diversité et du consensus et de l'unité. De façon historique, nous sommes un peuple de consensus, parce que ces empires, que ce soit l'empire du Ghana, que ce soit l'empire du Mali ou du Songwe, n'a pas pu exister si nous n'avions pas au préalable cette vision de taire un peu nos différences pour mettre en avant ce qui nous unit. Et l'acceptation de cette diversité de par notre passé a été notre point fort. Ça a été notre point fort en termes de dialogue, ça a été notre point fort en termes de regroupement, ça a été notre point fort en termes d'avancée. C'est vrai que le constat aujourd'hui est amer pour un peu... Amine n'a pas dit exactement le mot, mais je crois qu'il voulait dire que nous sommes dans une grève de quoi. Il a eu un peu peur de prononcer le mot, mais nous sommes exactement aujourd'hui dans une sorte de jeûne où il y a des groupuscules, j'allais dire des groupes qui accaparent le pouvoir et qui veulent orienter ça et utiliser dans leur seul profit. Et je peux vous assurer que si nous regardons le Mali en tant que tel et que nous nous fixons simplement sur les réalités d'aujourd'hui, nous allons avoir du mal à nous en sortir. Parce que le Mali fait partie des pays où l'État est venu après la nation. Donc nous avions déjà une nation qui était structurée, qui était bien constituée. Et si nous nous fondons sur la réalité du terrain aujourd'hui et que nous oublions ce qui a fait de nous, ce que nous avons été dans le passé, nous risquons d'avoir du mal à trouver un terrain d'entente ou un consensus. Donc je pense que c'est vrai que le monde d'aujourd'hui est complètement différent de ce qu'a été à l'époque et nous ne pouvons absolument pas vivre dans l'autarcie comme si nous sommes sortis de grands empires et qu'il n'y a plus rien, c'est pas possible. Mais nous devons nous baser sur les valeurs d'antan, au moins nos valeurs, au moins notre organisation, notre vision, et pour nous propulser vers le futur. Et je pense que ça manque véritablement à notre société. Et si chacun mettait un peu sa singularité ou notre individualisme pour qu'on puisse regarder un peu dans le même sens, faudra-t-il encore qu'on puisse définir le sens, qu'on puisse regarder dans le même sens, je pense que nous avons des ressources en nous qui pourront éventuellement nous permettre de nous propulser vers le futur. Monsieur le ministre, à la lumière de ce que vient de dire vos prédécesseurs, est-ce que vous pensez également que c'est de la fiction finalement? Non, c'est pas du tout. C'est un mal nécessaire dans la perspective des Maliens. C'est une réalité. Vous savez, en la matière, si vous voulez faire des analyses sur cette problématique, il faut faire une analyse à la fois diachronique et synchronique. Diachronique, c'est à travers le temps. Synchronique, notre temps actuel, qu'est-ce qui se passe et comment se projeter dans l'avenir pour notre devenir. Vous savez, quand vous faites des analyses, il y a toujours le passé, il y a le présent, il y a l'avenir et il y a le devenir. Et c'est le devenir qui est le plus important. Chez nous, on dit, le passé du Mali est connu, le présent du Mali est connu, l'avenir du Mali est connu. On sait qu'on est dans une crise multidimensionnelle depuis une dizaine d'années. Mais qu'est-ce que nous allons devenir? Voilà la vraie question. C'est pourquoi, de 1960 à ce jour, l'ethnie n'a jamais été retenue comme unité statistique au Mali. Vous allez prendre toutes les statistiques du Mali de 1960 à ce jour, le mot ethnie a été banni. Il n'y a pas d'ethnie au Mali. Il n'y a pas d'ethnie au Mali. Il y a des communautés, il y a des familles.
Et ce qui fait notre force, c'est les noms de famille. Si je m'amuse à demander les noms de famille de chacun de nous ici, vous allez trouver que c'est tout le Mali qui se trouve là, de Gaï à Kidal. Ceci est extrêmement évident. C'est pourquoi chacun de vous a dans sa poche sa carte nationale d'identité, qu'on appelle par, je ne sais pas par quelle magie, carte d'identité. Non, c'est carte nationale d'identité. Ça veut dire que l'identité de chaque Malien est dans la nation malienne. Kaïka, Sebouka, Oudjalaka, Gaoka, Moptika, mais Malidé. C'est ça le citoyen, la citoyenneté. Donc je pense qu'il faudrait replacer, n'est-ce pas, l'analyse d'abord dans son contexte diachronique à travers le temps. À travers le temps, nous sommes héritiers de 3 grands empires. Le Mali ne peut être comparé qu'à la Turquie, parce que la Turquie a connu l'Empire ottoman. C'est pourquoi les Turcs sont très très puissants. Mais le Mali aussi est peut-être le seul pays où il y a eu 3 grands empires, où il y a eu tellement de royaumes que pour que même le colonisateur puisse pénétrer, il lui a fallu une cinquantaine, une soixantaine d'années de nuit. Ceci est extrêmement important. Diachronique également, la nation a existé au Mali avant l'État. Malheureusement, nous avons été colonisés par un pays qui est la France. C'est l'État qui a fabriqué la nation française, ce qui n'est pas le cas au Mali. Parce que l'État a d'abord combattu, n'est-ce pas, la monarchie du droit divin. L'église de la laïcité française, c'est en 1905. C'était l'église qui était en réalité l'État en France. Il y a eu la Révolution française de 1789, où l'État a fabriqué la nation française, alors que chez lui, il y avait déjà la nation malienne. Songoï, du Ghana, du Soso, du Sikasso, les Babema, etc. Mais quand nous avons été colonisés, la France a amené l'État type français qu'on a voulu greffer sur la nation malienne. Et c'est là où nous avons des problèmes aujourd'hui. Parce que vous avez parlé d'État. Vous n'avez pas parlé de société. L'État, oui, Bécain. Voilà le contrat que nous signions à travers une constitution. Où nous disons telle personne va être président, va être député, etc. Ça, c'est l'État. Mais l'État a trouvé la société malienne. Et quand vous prenez la loi qui crée et administre les villages, qui a été adoptée en 2006, il est dit que les chefs de village et leurs conseillers de fraction des quartiers sont désignés selon les us et traditions de chaque localité. Ceci est extrêmement important. C'est pour que vous ne confondez pas également les us, traditions et les coutumes. Les us et les traditions changent, s'adaptent. Mais les coutumes demeurent, sont intangibles. Us et traditions, ce sont vos machines que vous avez. Vos machines que vous avez là. Autant de Soundiata, il n'y avait pas ces machines-là. Donc, c'est des machines de là, du 21e siècle. Mais les coutumes, c'est quoi? C'est ce qui a fondé et fédéré une nation. Dans toutes les sociétés maliennes, première valeur coutumière, c'est le travail. Tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Tu ne travailles pas, on te sort carrément du village, de la fraction du quartier. Deuxième valeur coutumière, c'est l'honneur. L'honneur du nom de famille. Je vois mon oncle, ma maman est Toukouré. Je vois mon oncle Toukouré. L'honneur du nom de famille Toukouré. On va dire Master Soumi et le Béniquet, Toukouré Lankate, Toukouré Lankate et Béniquet. Ça veut dire que le nom de famille Toukouré a été façonné pendant des millénaires. L'honneur du nom de famille. Troisième valeur coutumière, intangible, c'est l'amour de l'autre. Aimer l'autre, avoir pitié de l'autre, aider le plus faible. Cinquième valeur, c'est le vouloir vivre ensemble. Vous ne pouvez pas être dans votre confort personnel, alors que l'autre est dans un déconfort. Vous comprenez? Incroyable. C'est pourquoi on dit que le bien-être, il est individuel. Je suis bien, je suis dans ma voiture, j'ai mon château, je suis avec ma femme et mon chien. Donc ça c'est le bien-être. Mais le bonheur, lui, il est collectif.
Il est collectif. Il faut que tous les autres également aient à manger, à dormir, etc. etc. Je pense que quand on parle de diversité, il faudrait prendre cette diversité dans la globalité. Le Mali est un pays global et un pays divers. Quand M. Khan va se marier avec une femme Mianka, quand elle va m'amener la femme Mianka chez nous les tout couleurs, avant d'aller, il va demander à sa femme, bon, chez nous les tout couleurs, il y a ceci, il y a cela, ça c'est des normes qui sont propres aux tout couleurs. Le jour où elle aussi va vous amener chez les Mianka, elle va vous dire, ah, il était quand on fait. Tu es obligé de... Ça, c'est les normes propres à leur tiroir. Mais une fois que vous arrivez au niveau de la commune, c'est les lois de la République. Il faut préciser que vous donnez juste un exemple. Voilà. Non, pour donner un exemple, mais c'est ça, non, Pasteur? D'accord. Vous comprenez? D'accord, docteur Sam. On va permettre à Mme Nialé de réagir à ça, il faut comprendre. Une question, dans une pluralité comme le Mali, avec un faible taux d'alphabétisation, quels sont les enjeux liés à la détermination de nos langues locales dans la sphère publique, notamment en milieu scolaire et universitaire? Comment cette transition pourrait s'opérer? Merci beaucoup pour cette question. Je pense qu'au-delà du milieu scolaire, il y a un déphasage au Mali entre vraiment comment le monde évolue aujourd'hui et ce que nous faisons chez nous. Nous sommes complètement en rupture parce que d'abord la langue que nous utilisons, ce n'est pas forcément notre langue, mais ça, ce n'est même pas le problème. Si on pouvait traduire les textes, les documents et tout ce qui organise un peu notre société dans les langues locales et faire des émissions dans les radios pour que tous les citoyens puissent comprendre ce qui est dit, je pense que ça va un peu réduire l'écart qu'il y a entre ce qui est écrit et ce qui se pratique. Le gros problème, c'est que chez nous, quelque chose ne marche pas. Nous avons déjà tous les documents et tous les textes qui existent au Mali. Nous avons ratifié les traités internationaux. Toutes les informations se trouvent déjà au Mali, mais nous avons un problème avec l'application de ce qui s'est dit. Et je pense que la confusion vient un peu de d'où nous venons et de là où nous sommes arrivés. Comme je dis, nous avions des pratiques chez nous dans le temps, et la nouvelle organisation de l'État au niveau monde, on n'a pas pu trouver le trait d'union qu'il faut pour pouvoir transférer certaines choses de notre passé pour les faire venir dans le présent. Et je pense qu'il y a aussi une rupture au niveau de nos valeurs ancestrales, notamment tout ce qui est Dabé. Je ne sais pas, dans n'importe quel pays, dans n'importe quelle région, n'importe quelle langue, n'importe quelle organisation gouvernementale qui se trouve dans un pays, il y a des valeurs qu'il faut impérativement réclamer et mettre au cœur du processus. Notamment, comme on disait, le travail, l'engagement, le sérieux, le respect de la parole donnée. C'est ça, c'est le non-respect de la parole donnée aujourd'hui qui a constitué une rupture entre les administrés et les citoyens. Il y a une rupture, parce que tout ce qu'ils disent, les gens ne peuvent plus croire en ce qu'ils sont en train de dire, pour la simple et unique raison que personne ne fait plus confiance en personne. Donc je pense qu'au-delà de la transmission à travers nos langues, dans les universités, ou dans les écoles, je pense que c'est le citoyen même qui doit comprendre ce qui se passe. Et comment nous devons nous y prendre, c'est à nous de trouver les moyens d'amener l'information aux citoyens, de lui expliquer comment ça se passe, pourquoi nous ne pouvons pas faire comme ça, pourquoi ça c'est interdit, pourquoi ça c'est autorisé. Et tant qu'on n'aura pas trouvé cette solution, chacun va faire un peu sa loi. Comme mon grand frère à lui me disait, ça va être la jungle. Vous inscrivez beaucoup plus dans la logique de la refondation du citoyen Mali. Oui, mais la refondation n'est pas seulement administrative. Souvent, quand j'entends parler des gens qui parlent de refondation, ils pensent que c'est une lecture des textes. Ce n'est pas du tout ça. Nous avons conçu notre société en partant du haut, au lieu de construire en partant du bas. Nous ne pouvons absolument pas construire, quels que soient les textes et le consensus qu'on va trouver, il faut que ça parte des familles, que ça parte des communes, des villages, des régions, pour arriver vers les structures hiérarchiques en haut. Nous ne pouvons pas, même si nous avons un consensus aujourd'hui, si nous implémentons comme nous avons l'habitude d'implémenter pour aller au niveau de l'administration, ça ne marchera pas. Nous avons un système qui existe mais qui ne marche pas sur le terrain. Donc, parler de refondation, ça ne peut pas s'appliquer, ce n'est pas la relecture des textes. C'est vraiment mettre un système qui fonctionne depuis nos localités, le fin fond du Mali, pour arriver vers
gouvernants. C'est exactement ça. Monsieur Ndiaye, est-ce qu'il faut accélérer cette cadence, notamment en vue de la refondation culturelle au Mali, si nous prenons... Je vais revenir sur les propos de M. le ministre. Il dit, le Mali n'a pas deux dambés. Il n'y a pas deux valeurs au Mali. Il n'y a qu'une seule valeur et le reste est fait pour garder cette valeur-là. La seule valeur, c'est le travail. C'est pourquoi au Mali, quand on salue, on dit Inibara Unité. Il n'y a pas d'ethnie au Mali. Il y a ce qu'on appelle des lignées professionnelles. Quand vous dites à quelqu'un son nom, vous savez déjà quel est son travail. Quand vous dites à quelqu'un peu, vous savez quel est son travail. Et quand vous dites à quelqu'un, je ne sais pas, nous, vous savez quel est son travail. Et quand on a dit aux gens, quand les gens entendent et le peuple et le nous ne peuvent pas se marier ensemble, c'est pas parce que ils sont, ils ne doivent pas structurellement ou naturellement se marier ensemble. C'est pour garder ce qu'on appelle la chaîne de transmission de savoir professionnel. C'est-à-dire, dans la lignée professionnelle Peul, on sait que l'information, le savoir professionnel se transmet du grand frère ou du plus âgé au plus petit. Et dans la chaîne de transmission, la maman est la première personne qui donne les premières informations professionnelles à l'enfant. Si dans cette chaîne de transmission, vous mettez la noumou, l'enfant de la noumou et du Peul va avoir du mal à avoir ses premières informations professionnelles, c'est-à-dire comment traiter un bétail, comment le protéger contre un serpent, les petits, comment on appelle un chien, etc., etc. Et ça, nos ancêtres ont énormément réfléchi, ont créé ce qu'on appelle des institutions qui ont permis de garder nos sociétés dans la paix et dans la sauvegarde de nos savoirs. Mais maintenant, comment amener ça aujourd'hui? Parce que cela s'est inventé dans un environnement de tradition orale. Et aujourd'hui, on est passé dans la tradition d'écriture où la transmission de l'information, la transmission du savoir professionnel se fait par l'écriture et l'école. Donc, quelqu'un peut, à partir du moment où nous avons basculé dans la tradition de l'écriture, quelqu'un peut choisir son métier. Alors qu'avant, on naissait peu, mais là, on peut choisir d'être éleveur, etc., etc. Ce changement-là, c'est là où nous n'avons pas pu véritablement réinventer notre société. On n'a pas pu réinventer. Et ça nous a suivi, mais nos pionniers de l'indépendance l'ont compris. Quand nos pionniers de l'indépendance disent, dans la proclamation en bamana de l'indépendance, ils disent Mali Oronyana, que le socialisme sera talent. Ils ont donné un contenu à la Oronyana. À partir de ce moment, du 22 septembre 1960, on n'est plus Horon par famille. La Oronyana se construit. C'est-à-dire vous naissez, vous accédez à l'état civil, vous apprenez un métier, vous accédez à de l'emploi, le revenu généré par cet emploi-là vous permet de payer vos impôts, de former une famille, etc., etc. Et à partir de là, nous devrons aussi réinventer notre solidarité, réinventer la distribution du service public et du service privé. Et c'est ça qui n'a pas continué. On a tout simplement fait du copier-coller de l'administration publique coloniale, qui continue jusqu'à maintenant, où l'État devient en fait un état de répression. Je prends le pouvoir, toute personne qui s'exprime pas de la même manière que moi est devenue automatiquement un ennemi qu'il va falloir éliminer. Ça fait que les fonctionnements de nos États ont été régulièrement dans les affrontements, alors que l'État doit être un régulateur ou un distributeur de services publics. Maintenant, comment réinventer cet État et faire de telle sorte que le service public de base soit donné à l'habitant de Bessoba sans qu'il ne passe par le nason ou comment on appelle le surafin ou une connaissance. C'est ce travail-là, c'est cette question-là qu'on va répondre. Et aujourd'hui, la possibilité nous est donnée parce qu'il y a un nouveau paradigme dans la géopolitique qui s'installe
On a quitté l'oralité, on a quitté l'écriture, maintenant on s'installe dans le numérique avec de nouveaux enjeux. Et ça, nous avons la possibilité de nous réinventer tout de suite. Voilà les enjeux. Alors, monsieur le ministre, ce qui vient de dire M. Ndiaye est vrai, mais en même temps, il y a la religion également qui semble être un exutoire pour les hommes politiques pour accéder au pouvoir. Elle est aussi un argument de taille pour les groupes terroristes, d'un État islamique, avec l'application stricte de la charia. Dans ce contexte, quel est le rôle que doit jouer la société civile? Bon, je vous ai bien dit que nous héritons, n'est-ce pas, notre administration, notre État même, de la France, et que la laïcité française, nous, on n'a jamais eu de monarque divin. Il doit son pouvoir à Dieu. Et quand on parle de la laïcité chez nous, et surtout, ça concerne l'État. L'État, c'est 3 éléments constitutifs, je le dis toujours. C'est un pouvoir politique, une population et un territoire. Et l'État est laïque dans 2 de ces éléments constitutifs. Mais il n'est pas laïque dans un de ces éléments constitutifs, c'est le colonne vertébrale. L'État est laïque dans son élément pouvoir politique. Quelle que soit la religion dans laquelle vous confessez, personne ne peut vous empêcher de vous présenter pour être président de la République, député, oui ou non. Troisième élément constitue le territoire. Vous n'avez aucun village, aucune fraction, aucun quartier dans notre pays où on dit si tu n'es pas musulman ou si tu n'es pas animiste, tu ne vas pas habiter dans ce. Mais la population, elle n'est pas laïque. Chacun de nous confesse dans la religion de son choix. Vous comprenez? Et la laïcité, il faut que l'État soit équidistant entre les différentes religions. Et que les religions se conforment également aux normes de la République. C'est ce que je vous disais. Je vous ai expliqué les normes de la République. J'ai dit les us de tradition. C'est au niveau des villages, des fractions et des quartiers. Si dans les villages, dans les fractions, dans les quartiers, vous voulez faire votre animisme, si vous êtes protestant, vous voulez avoir une chapelle, vous allez construire votre chapelle et vous allez professer. Si c'est une mosquée, vous allez avoir votre mosquée pour professer la religion musulmane. Mais une fois que vous venez au niveau de la commune, ça c'est les normes de la République. C'est-à-dire les lois qui sont prises au niveau des institutions de la République, notamment au niveau de l'Assemblée nationale. Ceci est extrêmement important. Vous voulez dire que notre laïcité a été finalement mal conçue? Non, ce n'est pas mal conçu. Confucius disait, entendons-nous sur les mots afin de nous éviter la guerre. C'est-à-dire qu'il y a une incompréhension, un déficit d'information, un déficit de communication, un déficit de plaidoyer pour que nous nous comprenions. Parce qu'on n'a pas compris la laïcité. On ne peut pas prendre la laïcité française et venir l'appliquer au Mali. Vous comprenez? Parce que c'est l'Église qui a d'abord constitué l'État en France, ce qui n'a jamais été notre cas. Et j'ai dit, il faut tenir compte en ce moment de notre diversité, que dans les villages, dans les fractions, dans les quartiers, on tient des territoires, des terroirs, comme la loi même dit, que selon les us et traditions, qu'on doit désigner les chefs de village, de fractions, de quartier. Ça, chacun gère dans son petit village, même quand il y a une distance de 2 km entre 2 villages, vous allez voir que les règles ne sont pas les mêmes. Les chefs de village ne sont pas les mêmes. Que la société règle ses affaires sociétales. Mais une fois qu'on arrive au niveau de la commune, c'est maintenant les lois de la République qu'il faudrait appliquer, dont la laïcité. Vous comprenez? J'ai toujours dit qu'on a toujours confondu dans les pays colonisés l'État avec la société. On a voulu étatiser la société, imposer les structures de l'État sur la société, ce qui ne marche pas, parce que la société est libre. Mais maintenant, il faut socialiser l'État, que l'État puisse assurer ses missions régaliennes. Les missions régaliennes de l'État, c'est la défense, la sécurité, la monnaie, les relations avec les autres pays du monde, mais qu'on laisse les populations, vous comprenez, également jouer leur rôle dans les missions privées. Moi, je considère la religion comme un domaine privé, sacré. Chacun est libre, vous comprenez, d'aller professer dans la religion de son choix et l'autre ne peut pas l'en empêcher. Parce que les gens confondent le droit avec la loi. Le droit, c'est quoi? Bon, chacun de nous a le droit d'aller et de venir. Mais on dit aussi que votre liberté d'aller et de venir s'arrête où commence
celle des autres. Il faudrait encadrer ça. Vous encadrez ça avec quoi? Mais avec la loi. Monsieur le ministre, vous n'avez peut-être pas répondu à la question spécifique concernant la religion qui est devenue une soupape de sécurité pour les hommes politiques. Non, non. Voilà, vous allez tromper. Vous voyez, la religion même vous interdit de stigmatiser. Vous avez toujours parlé des hommes politiques. Vous voyez, une fois que vous commencez à stigmatiser, ça veut dire que vous sortez de la religion. Vous comprenez? C'est un constat. Non, je vais vous dire, qu'est-ce que disait Nelson Mandela? Nelson Mandela, qu'il est homme de foi, mais il n'est pas homme de religion. Parce que les religions ont été révélées. Et les religions sont pratiquées par des hommes et des femmes. Nous ne sommes pas infaillibles, nous, en tant qu'êtres humains. Nous pouvons bien nous tromper. C'est pourquoi l'imam te dira toujours, ou celui qui fait des prêches, il va te dire toujours, fais ce que je suis en train de dire selon les prêches, mais ne fais pas comme moi je me comporte dans la vie quotidienne. Est-ce que c'est la normale? Mais c'est normal, mais c'est des êtres humains. Dieu est seul, unique et indivisible et infaillible. Tout le reste est deux. L'homme et la femme, le jour et la nuit, le bien et le mal. Tout est deux. Si même moi et vous, nous communiquons, parce qu'il y a des fiches mâles et des fiches femelles. Si on ne connecte pas les fiches mâles et les fiches femelles, est-ce que nous allons nous comprendre ici? Il faut être homme de foi. Si tu veux être homme de religion, mais il faut que cette religion soit éclairée par la lumière de la foi. La foi, c'est croire en Dieu, l'omnipotent, l'omniscient, qui décide de tout, qui voit de tout. Qui voit tout, qui décide de tout. Mais les religions sont révélées. Et c'est les êtres humains qui les pratiquent. Et les êtres humains sont des êtres faillibles. Ce ne sont pas des êtres infaillibles. Est-ce que la religion n'est pas aussi instrumentalisée? Tu sais que moi je ne travaille pas sur la religion. Je ne travaille jamais parce que je suis d'abord d'une grande famille. Vous êtes de la société civile? Non, je suis d'une grande famille. Avant d'être de la société, on appartient d'abord à sa famille. Bien sûr. Je suis d'une grande famille religieuse, mais ça, vous le savez. Et commerçante. C'est par erreur que je suis même rentré dans l'administration publique. Cet espace public, il faut éviter de stigmatiser les religions. Je ne dis pas la religion, mais les religions. Parce qu'il y a l'espace public, il y a l'espace privé. La religion, c'est ce qui est d'intime à un être humain. La foi, il casse ça à la nuit. C'est ça la foi, Dieu. Mais le reste des religions, c'est l'essentiel seulement. C'est de ne pas rentrer dans l'intimité des uns et des autres. On confond l'espace public et l'espace privé. Quelqu'un qui fait de la politique, il est clair que dans la Constitution, il est écrit, c'est pour conquérir et exercer le pouvoir politique. Ça, c'est clair, hein? Mais il n'est pas dit dans le Coran ou dans la Bible qu'on doit, par la religion, on doit conquérir le pouvoir politique. Ça, c'est pas ici, hein? Non, mais ça, c'est... Non, on est 22 millions de Maliens. Mais on est 22 millions de Maliens, vous aussi. Vous n'allez pas prendre 50 verres qui sont voleurs pour dire que les 22 millions de Maliens sont des voleurs. Moi, je suis contre la stigmatisation. Vous laissez chacun avec sa conscience. Parce qu'il y a 3 juges pour un être humain. 3 juges. Le premier des juges, c'est ta conscience. Toi-même, tu sais ce que tu es en train de faire. Est-ce que ce que tu dis, c'est ce que tu fais en réalité, en âme et en conscience? Ta conscience est là. Deuxième, c'est le peuple, les autres, qui te voient, qui voient tout ce que tu es en train de poser comme acte, comme vérité contre vérité. Ils sont là. Et le troisième juge, c'est Dieu, l'omnipotent, l'omniscient, qui sait tout, qui voit tout et qui décide de tout. C'est pour ça que je souhaite à tout le monde d'être d'abord des hommes de foi. Comme l'a dit Nelson Mandela, on est bien d'accord. Merci, monsieur le ministre. Alors, quel doit être le format pour cerner les défis relatifs aux diversités? Je n'ai pas compris. Quel doit être le format pour mieux cerner les défis relatifs aux diversités ici dans notre Mali? Je disais tout de suite que il y a une opportunité extraordinaire qui nous est offerte pour nous réinventer. Il y a une nouvelle géopolitique mondiale qui se construit avec le numérique, avec des enjeux nouveaux, préservation de la planète, et la culture, les énergies renouvelables. On a 12 000 villages au Mali. Vous savez, il n'y a pas longtemps, on est arrivé quand même à mobiliser 5 000 milliards pour faire la guerre. Moi, je pense qu'au Mali, on peut mobiliser 12 000 milliards pour reconstruire complètement 12 000 villages du Mali, en phase avec ces enjeux.
c'est-à-dire faire que ces villages soient écologiquement équilibrés, avec des énergies renouvelables, et revoir complètement la base de leur économie. Et ça, c'est possible aujourd'hui. Nous pouvons faire une sorte de plan Marshall du Mali à partir des villages, et nous allons construire tout de suite la paix. C'est-à-dire, nous n'allons plus faire cette guerre asymétrique qui nous est imposée, mais nous allons de territoire à territoire, on prend 100 villages, on reconstruit les 100 villages, on défend ces 100 villages-là, on les installe, on prend en charge les jeunes de ces villages, on les réconscientise sur les enjeux nouveaux et du Mali et du monde, et on passe de territoire à territoire. C'est comme ça qu'on va construire la paix. Ce n'est pas par la guerre, c'est pas par... on sait, si on regarde l'histoire, si on interroge l'histoire, on a vu qu'aucune puissance n'est arrivée à gagner dans les guerres asymétriques. Donc c'est le développement qui doit être notre principal format, notre principal outil de guerre. Et aujourd'hui c'est possible. On va me dire d'où viendront ces 12 000 milliards. Mais il y a une économie mondiale qui se met en place qui peut nous permettre de mobiliser ces sous. Que ce soit en lien avec l'économie écologique qui se met en place, que ce soit en lien avec des impôts spéciaux qu'on peut inventer pour dire le Mali est dans une crise, le Mali est en guerre, mais que tous les Maliens puissent faire des efforts supplémentaires pour pouvoir financer la force de développement, l'offre de développement qu'on va faire à partir de 12 000 villages. Moi, je pense que c'est la première offre sur laquelle on va travailler, et puis réinventer l'administration, l'offre de services publics. Comment réinventer l'offre de services publics? Il n'est pas question qu'on puisse continuer avec le numérique qui est là, qu'on puisse continuer à utiliser l'administration publique en place avec des fonctionnaires au cœur. Moi, je pense que l'offre de services publics de base, il faut qu'on la réinvente par le PPP, le partenariat public-privé. Je prends un exemple, la santé. Il y a énormément de jeunes médecins qui sortent. On crée ce qu'on appelle un statut de médecin de brousse indépendant, une sorte de GIE, et avec son petit caravane 3 roues, qui est doté d'ordinateurs, d'outils très simples aujourd'hui médicaux, on lui confie 25 villages en lien par exemple avec l'amour. Et ces 25 villages, ces habitants de 25 villages sont tous inscrits au RAVEC, ils ont des fiches médicaux, mais en très peu de temps on peut régler ça. Moi je pense que c'est réinventer le Mali, ça passe par ça. On peut le faire avec le médecin de brousse, on peut le faire avec l'assistant technique, qui peut être l'assistant technique agricole, ou l'assistant technique ou l'assistant juridique qui va les accompagner. Avec des formules comme ça, on peut créer et de l'emploi via la pêche et réinventer l'offre de services publics de base. Et c'est comme ça qu'on peut remettre la société elle-même en phase avec l'État. Ce n'est pas réécrire, comment réformer les institutions, etc. Il faut qu'on réinvente tout simplement le service public. Et à partir de là, la société se prend en charge et la société elle-même va défendre l'État. Parce qu'elle voit le bénéfice de l'offre de services de base. Mais maintenant, la régulation. Il va falloir qu'on laisse l'entrepreneuriat prendre en main beaucoup de choses, la création de l'emploi et tout, que l'État vraiment se positionne uniquement dans la régulation. Ça veut dire qu'il faut une justice saine. Et aujourd'hui, il faut qu'on se le dise, notre justice n'est pas saine. Et on n'a pas besoin de descendre le Coran, la Bible et tout. C'est là. Et les opportunités nous sont données. Mais aujourd'hui, malheureusement, nous sommes dans la propagande, dans zéro offre. Voilà ce que je peux dire. Peut-être en 5 minutes, M. Gaï a émis la mèche. Est-ce que les questions liées à la décentralisation peinent, à votre avis, à donner des garanties aux Maliens vivant en milieu rural? Absolument, c'est ce que je dis. Dans mon intervention, je disais que remettre le Mali sur les rails ne passera pas par la relecture des textes ou par les problèmes encore ici. Il faut absolument aller construire un Mali qui démarre dans les localités pour arriver ici. On ne peut pas construire un pays sur papier et puis rien n'existe sur le terrain. C'est pas possible. Donc aujourd'hui, mais c'est trop grand. Les gens ne se retrouvent pas. En plus, il y a des structures qui existent.
Il y a des structures qui existent, qui ont été aussi créées, qui doivent normalement aller dans cette phase d'investissement dans les localités pour digitaliser, pour le développement, mais ces structures aussi ne fonctionnent pas. Il n'y a même pas besoin de refaire la route, d'aller recréer des gens ensemble. Il y a des structures qui existent pour ça. Mais ces structures ne fonctionnent pas. Donc, nous ne pouvons absolument pas imaginer un Mali qui fonctionne à partir de la capitale. Et une maison, la construction d'une maison commence par les fondements. Allons-y dans les localités et les fondons là-bas. Créons de l'emploi, structurons là-bas, formons les gens, formons les citoyens juste à comprendre un peu comment l'État fonctionne au niveau minimaliste, quoi, chez eux. Et oui, tout. Les services sociaux de base, l'éducation, des petits modules de rien du tout. Qui les permettent eux-mêmes d'avoir les BABA pour gérer, pour comprendre, pour calculer les impôts, prendre les impôts. À l'époque, dans le temps, il n'y avait pas de papier. Mais tous les citoyens du Mali payaient leurs impôts sans problème. On n'appelait même pas les gens, ils venaient payer. Donc il y a quand même une façon, on ne peut pas les fonder. Ça ne se passerait pas par les papiers. Et même s'il y a des papiers, il faut que ça se passe sur le terrain. Et comme je dis, le Mali est fort dans quelque chose aujourd'hui, c'est l'action. Nous ne sommes pas dans l'action. On est faible, on est fort pour parler et faire des lois, relire des lois, aller signer des traités, des conventions, faire exister un Mali au niveau international où nous pouvons voter, nous pouvons... Mais sur le terrain, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ces populations-là sont complètement en rupture avec les dirigeants qui nous dirigent, qui sont derrière leurs ordinateurs, qui prennent des décisions sans tenir compte de l'avis des citoyens. Comment est-ce que nous pouvons prendre des décisions, des politiques ici et aller les déployer sur le terrain pour des gens qui n'ont même jamais visité ces localités? Quels sont les Maliens déjà qui s'élèvent au lieu d'aller faire des vacances à l'étranger, qui vont juste visiter le Mali? Il n'y a que le tourisme, je le dis tout le temps, c'est une trahison ce que nous faisons. Le simple fait d'aller exploiter des ressources minières ou autres au Mali, c'est une trahison pour la génération future. Nous n'avons pas le droit d'aller exploiter ça quand nous n'avons même pas fini de mettre les services minimum de base en place. Quel est le nombre de milliards que le Mali peut engager juste avec le tourisme? Il y a qu'à côté d'ici, vers le Djoliba, mais il y a tellement de zones touristiques. Tout le Mali n'est constitué que des zones touristiques. Mais qu'est-ce que nous en faisons? Rien. Nous n'existons même pas culturellement parce que nous ne connaissons même pas notre culture. Comment nous voulons aller être toujours dans les, je ne dirais pas les marques, dans les marques des autres pays quand nous ne sommes même pas en mesure de créer des marques chez nous? Il y a quand même un travail minimum, il n'y a pas besoin d'être expert ou docteur pour faire ça. Et donc j'ai l'impression que nous voulons vraiment rester dans des papiers. Sortons des papiers, allons-y sur le terrain. Demandons aux populations même comment on fait pour créer tous les services sociaux de base chez vous et apportons notre contribution. C'est tout. Avec le contexte actuel où des centaines de villages sont assiégés par les groupes armés, est-ce que c'est le moment? Mais commençons déjà par les villages qui ne sont pas assiégés, n'est-ce pas? Oui. Et cette sécurité, ce sentiment d'insécurité, c'est un cri de ces populations qui ne s'en sortent plus. En réalité, il n'y a pas vraiment de guerre. On a laissé la nature horreur du vide. Nous avons abandonné les populations à leur sort. Nous ne sommes même pas en mesure d'assurer la sécurité. Et donc, d'autres personnes sont venues occuper les terrains. C'est aussi simple que ça. Nous les avons abandonnés. Nous ne sommes pas présents, donc ils sont obligés. Maintenant, ils s'organisent, je ne sais pas moi, c'est un milice ou. Ils s'organisent entre eux pour assurer la sécurité. À quoi ça nous sert l'État? À quoi ça nous sert d'avoir un État dans cette situation? Donc acceptons, les Maliens, acceptons de faire notre meilleur culpa, de nous dire que nous avons fauté. Nous n'avons peut-être pas les règles du pays, nous n'avons pas été mis dans des endroits où on avait la chance de la décision, mais soyons tous déjà consommants, Maliens. Essayons de nous inculquer des principes, des valeurs. Et respectons déjà notre parole donnée. Rien qu'avec ça. Merci beaucoup, Madame Yari, vous avez puisé pour vos 5 minutes. Merci. Monsieur le ministre, est-ce que direz-vous que le pays du programme Fouga, quand même, le Mali, pour vous, c'est la première constitution au monde. On ne devrait pas avoir trop de peine à aller vers l'adoption des valeurs fondamentales, démocratiques, modernes, tenant compte des aspirations profondes, notamment, comme Mme Yari vient de le dire, de ceux qui vivent en milieu rural. La définition, deux définitions simples de la culture. La culture, c'est le savoir local. 1. 2. La culture, c'est l'enracinement en soi et ouverture aux choses. C'est pourquoi je n'aime pas tellement le mot changement. Ce dont le Mali a besoin, c'est la transformation.
changement. Voilà, j'ai changé. Il y a une déstabilisation entre temps. Donc voilà, moi j'ai changé. Mais s'il s'agit de transformer, comment se mettre au travail? Se mettre au travail, pour qu'au lieu que ce soit une eau là, quand il y a du diamant là-bas ou de l'or. C'est ça la transformation. Et il est dit dans la politique nationale de la citoyenneté et du civisme, qui a été adoptée par le gouvernement en 2017, qu'il y a deux mots MAUX qui nient la gouvernance dans notre pays et la citoyenneté. C'est l'effacement de l'autorité parentale et l'effacement de l'autorité de l'État. Personne ne s'interroge sur l'effacement de l'autorité parentale. Comment nous éduquons nos enfants aujourd'hui? Quelles sont les relations entre les époux, les épouses, entre les frères et les sœurs, entre les familles? Donc si vous prenez le groupe, vous allez voir qu'on part d'abord de cette base, de vouloir vivre ensemble dans le terroir. Mais tout le monde pense que c'est l'effacement de l'autorité de l'État, ils sont voleurs, ils sont ceci, ils sont... Or, j'ai bien dit que nous-mêmes, on est l'État, parce qu'on est le deuxième élément constitué de l'État, on est population. Et quand je parle de transformation, c'est comment bâtir une nouvelle citoyenneté, un nouveau civisme, en rendant l'État aux citoyens. Il faut rendre l'État aux citoyens. D'abord dans sa dimension élément politique. Comment éclairer les citoyens pour qu'ils puissent faire des élections propres, régulières, transparentes, bien informées, pour choisir les hommes et les femmes à hauteur et à envergure pour pouvoir, n'est-ce pas, conduire les affaires publiques. Rendre l'État aux citoyens, deuxième élément constitutif de l'État, les populations. On a à peu près 80% des Maliens qui ne savent ni lire, ni écrire, ni compter. Si nous prenons aujourd'hui le cas du Cap-Vert, les îles du Cap-Vert sont allées à l'indépendance avec la Guinée-Bissau, mais quand ils se sont séparés, le Cap-Vert s'est donné fixé comme objectif dans 10 ans, il faut que tous les Cap-Verdiens apprennent à lire, à écrire et à calculer. Et en 10 ans, tous les Cap-Verdiens aujourd'hui savent lire, écrire et calculer. Ils ont l'une des démocraties les plus fortes en Afrique, voire dans le monde. L'accès à l'éducation, vous avez parlé de l'éducation. Éducation, éduquer, c'est-à-dire conduire vers. Mais aujourd'hui, les ministères que nous avons eus depuis, en tout cas 20-30 ans, c'est des ministères de l'instruction et de l'enseignement. Ce n'est pas des ministères de l'éducation. Parce que dans l'éducation, il y a 3 dimensions. Il y a l'éducation traditionnelle, parce que l'enfant appartient d'abord à sa famille, avant de rentrer à l'école. Ensuite, il y a l'éducation classique, les écoles dont vous parlez. Et chaque année au Mali, il y a à peu près 300 000 enfants qui sont en âge d'aller à l'école, mais l'État ne peut pas prendre plus de 30 000. Et les restes, les 270 000, qu'est-ce qui devient? Posez-nous la question. Donc il faut une minute. Maintenant, rendre l'État aux citoyens, dans sa dimension territoriale, ça veut dire quoi? Dans les temps anciens dont vous parlez, tous les villages ont été bâtis par les blozos, par les chasseurs. 1. 2. Tout villageois était un soldat pour son village, pour la défense de son village. Et aujourd'hui, nous sommes en train de prendre du thé ici, etc. Notre pays est occupé. Il y a eu le 11 septembre aux États-Unis, j'avais des collègues qui étaient en formation. Le lendemain, dans leur classe, il n'y avait aucun citoyen américain. Ils étaient tous allés sur le front pour aller défendre, n'est-ce pas, les États-Unis d'Amérique. Qu'est-ce que nous faisons? Point d'interrogation. Entre-temps, le patriotisme a été quelque chose. J'ai dit point. Donc, il ne faut pas me laisser parler. Merci, monsieur le ministre. Merci beaucoup. Nous avons fait 45 minutes, pile poil, vraiment, pour cette première partie, c'est ce qui était prévu.